Bonjour, je m'appelle Mélissa Aboud, je suis avocate et je travaille dans un organisme communautaire qui fait de la défense des droits, notamment en droit du logement. Notre capsule aujourd'hui va adresser la problématique de la discrimination raciale en logement. En bref, la discrimination en logement, ça peut prendre diverses formes. Elle peut se faire dès la publication d'une annonce de logement. Par exemple, un propriétaire va écrire sur son annonce qu'il ne veut pas de famille, qu'il veut seulement des couples de professionnels, qu'il ne veut pas d'enfants, par exemple. Ensuite, la discrimination peut aussi se faire à l'étape de la sélection d'un locataire. Donc, quand un propriétaire refuse un logement à cause de notre origine ethnique, la couleur de notre peau, notre accent, notre nom, etc. Des fois, cela peut être fait d'une manière claire par le propriétaire, mais plus souvent qu'autrement, ça va se faire de manière subtile. Par exemple, vous venez visiter un appartement et le propriétaire, en vous voyant, finalement vous dit que l'appartement est déjà loué. Et par la suite, vous restez un moment autour de l'appartement et vous voyez qu'en fait, il continue à faire les visites. Donc ça, c'est évidemment un signe qu'il y a de la discrimination. Finalement, on peut aussi vivre de la discrimination quand on habite le logement. Donc, on peut voir cela par le comportement du propriétaire à notre égard. Ça peut être un propriétaire qui essaie de nous faire quitter par tous les moyens, qui va nous harceler, qui va faire des plaintes répétées ou même qui va ouvrir des dossiers au tribunal sans fondement. Donc, au Québec, on s'est doté d'une charte des droits et libertés de la personne qui inclut l'interdiction de la discrimination dans le domaine du logement. Ce qui veut dire qu'un propriétaire ne peut pas refuser un locataire sur la base des motifs qui sont prévus à la charte. Ces motifs incluent la race, la couleur, l'origine ethnique, la religion. Et il y a plusieurs autres motifs. Bien que ces droits sont garantis par la charte, plusieurs personnes racisées et immigrantes rapportent vivre du racisme dans la recherche de logement. Pour vous donner une idée, les recours qui existent actuellement doivent être faits par la Commission des droits de la personne, qui, elle, a le rôle d'assurer le respect de la charte et aussi de traiter les plaintes. Donc, quand on vit une discrimination dans le logement, on doit communiquer rapidement avec la commission, qui ont un service d'intervention rapide pour les problèmes de logement. Donc, à cette étape, il va y avoir une conseillère de la commission qui va faire de l'intervention et de la sensibilisation auprès du propriétaire en lui rappelant ses obligations en vertu de la charte. Évidemment, on espère que le propriétaire va réviser sa décision, mais il n'a pas d'obligation par la suite d'accepter le locataire. Donc, c'est des interventions qui ont une portée assez limitée. Il est aussi possible de déposer une plainte formelle à la commission et dans ce cas-là, il va y avoir une enquête et possiblement des sanctions. Mais malheureusement, cela ne va pas nécessairement nous donner le logement qu'on voulait. Au niveau des statistiques, il est difficile d'évaluer l'étendue de la discrimination en logement. Il y a très peu de données disponibles pour illustrer les inégalités dans l'accès au logement. Les données qui sont accessibles ne reflètent pas adéquatement la réalité. Une des données qui est publique est le nombre de plaintes pour discrimination en logement qui ont été déposées à la Commission des droits de la personne. La Commission nous dit qu'en 2020, ils auraient reçu 38 dossiers ouverts pour discrimination dans le logement et en 2019, 54 dossiers. C'est très peu si l'on considère les nombreux témoignages de locataires compilés par les membres des comités logement. De plus, plusieurs de ces groupes font la recension des très nombreuses annonces de logements à louer qui ont un caractère discriminatoire. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de cas de discrimination, mais très rares les cas qui vont aboutir à une plainte. C'est aussi essentiel de mentionner que Montréal et le Québec en général vivent une crise du logement qui exacerbe la discrimination en logement. La pénurie de logements et les taux d'inoccupation très bas font en sorte que les propriétaires ont le gros bout du bâton quand il vient à choisir leurs locataires. Il est à noter aussi que souvent, en plus d'être discriminées en raison de leur origine ethnique, les familles immigrantes peuvent se faire discriminer parce qu'elles ont des enfants ou parce qu'elles ont des revenus bas ou parce qu'elles sont prestataires de l'aide sociale. Donc, elles se retrouvent à être discriminées pour différents motifs à la fois. Les conséquences de la discrimination en logement sont bien sûr extrêmement graves. Se loger, c'est un besoin essentiel et c'est aussi la première chose que l'on doit faire quand on arrive dans un nouveau pays. La Société canadienne d'hypothèques et d'habitation nous dit que le pourcentage de personnes immigrantes qui ont un besoin impérieux en logement est beaucoup plus élevé que celui des non-immigrants. Il faut aussi ajouter que les revenus médians des personnes immigrantes récemment arrivées au pays sont en général moins élevés que celui des personnes non immigrantes. Parce qu'en plus de vivre la discrimination en logement, parfois ils vont vivre aussi de la discrimination dans les milieux de travail.
En plus de ça, le recours de plus en plus fréquent à l'enquête de crédit par les propriétaires affecte davantage les nouveaux immigrants qui n'ont pas encore bâti, accumulé un crédit dans leur nouveau pays. Tous ces obstacles font en sorte que les personnes immigrantes et racisées se retrouvent dans une situation extrêmement précaire et les conséquences sont qu'elles doivent louer des appartements qui sont souvent inadéquats pour leurs besoins. Par exemple, ils se retrouvent à louer des appartements qui sont trop chers, dans lesquels elles paient une portion trop grande de leurs revenus juste pour leur loyer, ce qui laisse évidemment moins d'argent pour les autres besoins de base de leur famille. Aussi, ils peuvent être forcés de louer des logements qui sont souvent trop petits pour leur famille et se retrouvent dans des situations de surpeuplement. Ensuite, ils se retrouvent à louer des appartements qui sont insalubres et mal entretenus par les propriétaires. Et pour finir, même quand ils sont dans un appartement, le propriétaire ne les traite pas toujours de la même façon qu'il traiterait les autres locataires qui ne sont pas des immigrants. Les comités de logement au Québec aident beaucoup de locataires racisés et immigrants à connaître leurs droits en logement, à les aider à faire des démarches pour dénoncer l'insalubrité de leur logement et à entreprendre des recours au tribunal. On les aide aussi à refuser les augmentations de loyers abusives et à se défendre contre des évictions illégales auxquelles ils font face. Bonjour, je m'appelle Carla Dorqueno, j'ai 24 ans, je suis actuellement étudiante à l'UQAM en communication politique internationale. Je suis arrivée au Québec et plus précisément à Montréal en octobre 2021 et pendant mon parcours en tant qu'immigrante à Montréal, j'ai subi de la discrimination lorsque j'ai essayé de chercher un logement ici. Alors Carla, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la discrimination dans l'accès au logement? Ça évoque tout simplement mon parcours que j'ai vraiment, où j'ai eu beaucoup d'embûches cet été et pendant toute la période à partir d'avril 2022, où j'ai vraiment tenté de trouver un logement en urgence. Et j'ai fait plus de 40 visites d'appartements et majoritairement j'ai été refusée soit par ma couleur de peau, soit par ma nationalité, soit parce que j'étais une femme. Donc j'avais de la discrimination sexiste, raciste et aussi on faisait de l'agisme. Parce que comme je suis une jeune, je ne suis pas responsable. Donc voilà. Puis comment est-ce que ça te fait sentir de passer au travers de cette discrimination? Ça a été vraiment compliqué sur le plan émotionnel, sur la valorisation de soi, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Parce que quand je suis arrivée au Canada, j'étais vraiment dans l'optique c'est ouvert pour tout le monde, toutes les nationalités, c'est le melting pot ici, c'est vraiment multiculturel en tout cas. Et aussi, il faut savoir que moi, quand je cherchais cet appartement, je le cherchais avec mon ancienne colocataire, qui est blanche. Je me voyais refuser les appartements alors qu'elle, on l'acceptait sur le contrat, alors que j'avais un meilleur dossier, que ce soit de crédit, que ça soit administratif. En tout cas, je répondais à toutes les cases. Et je me sentais mal pour elle. Je lui disais, mais tu ne vas jamais trouver un logement avec moi. Et je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas. Et j'ai 24 ans et je remettais encore en question ma couleur de peau. Je remettais encore en question mon genre. Et pour moi, ça a été affreux. Oui. Est-ce que tu as été capable de trouver du soutien? Comment est-ce que tu as fait face à la situation finalement? Le soutien, non. C'est vraiment en connaissant cet organisme que j'ai eu la première fois une réponse à mes questions et le fait qu'on valide le fait que ça soit bien de la discrimination, parce que quand j'en parlais autour de moi, on me disait « ouais, mais c'est parce que tu viens d'arriver », alors que j'avais déjà trouvé un appartement ici, donc je ne comprenais pas. Aussi, il y avait des amis ou bien mon entourage qui n'étaient pas aussi assez éduqués sur les questions de discrimination, donc qui minimisaient les micro-agressions que je subissais au quotidien dans la recherche au logement. C'est compliqué et je ne connais pas tout. Forcément, je viens d'arriver, je suis étudiante, j'ai un travail à côté
je cherche un appartement, faire des visites à 18h jusqu'à 20h. T'as pas envie de rechercher un organisme pour t'aider parce que ça prend du temps, tu sais pas si on va t'écouter, t'as pas envie d'être renvoyé aussi, ou bien qu'on te rabâche à « Ah, mais continuez votre effort » et tout. Donc, il y avait, je vais dire que je prends 30% de la faute de « je n'ai pas eu d'aide ». Et quelle solution est-ce que tu as trouvé pour surmonter les obstacles dans ta recherche de logement? C'est horrible, mais mentir. Et c'est ce qu'on m'a conseillé. On m'a dit il faut mentir. Il y a des amis qui y sont allés pour moi et en fait j'ai dû prouver la discrimination. Donc il y avait un logement où je le voulais absolument et la personne m'avait dit non. Parce que j'étais d'origine française, j'ai la nationalité française. Et j'ai demandé à une amie qui est blanche et qui est française d'y aller pour moi et de faire semblant qu'elle veut l'appartement. Et on lui a proposé le bail dans la minute. Ouais. Donc, ou bien on m'a déjà appelé par exemple, pas en FaceTime, mais sur Zoom pour faire mon entretien pour l'appartement. Et au bout de 5 secondes, il coupait et il me disait oui, mais finalement l'appartement est pris, donc pourquoi tu m'as fait un appel? Oui, c'est le classique. Ouais, voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est des recommandations, pour s'attaquer réellement au problème de discrimination raciale en logement, il faut d'abord que le gouvernement reconnaisse que le racisme et la discrimination sont systémiques et qu'il s'engage évidemment activement à lutter contre toute forme de discrimination. Ensuite, il faut évidemment continuer à éduquer les locataires sur leurs droits et les recours qu'ils ont et continuer à les outiller. Et pour cela, les organismes communautaires qui œuvrent en logement ont besoin de plus de financement de l'État. Il faut aussi continuer à faire des campagnes qui dénoncent la discrimination et aussi qui font un travail de sensibilisation auprès des propriétaires et auprès de la population en général afin de mettre fin aux préjugés. Ensuite, certains groupes demandent que le processus de location soit sous la loupe du tribunal administratif du logement. Donc, on demande que le tribunal ne s'intéresse pas seulement au recours dès qu'il y a un bail qui est signé entre les parties, mais aussi qu'il s'intéresse au processus qui mène à la signature d'un bail. Et donc, il y a davantage de règles qui encadrent ce processus de location. Une autre recommandation très importante qui est demandée par les groupes communautaires est de construire plus de logements sociaux publics comme les HLM et aussi de financer les autres types de logements sociaux comme les coops et les organismes sans but lucratif d'habitation. Ce sont des logements qui sont abordables, qui sont accessibles et qui ne sont pas soumis aux incertitudes du marché privé. Par contre, en ce moment, c'est important de noter que les demandeurs d'asile, les personnes à statut précaire et les personnes qui n'ont pas résidé dans leur ville, par exemple à Montréal, pour au moins 12 mois, ne peuvent pas appliquer pour des logements à loyer modique. Donc, c'est très important que le règlement sur l'attribution des logements à loyer modique soit modifié pour que toutes les personnes, peu importe leur statut, aient accès aux logements sociaux. Finalement, il serait intéressant qu'il y ait une grande enquête québécoise sur l'enjeu de la discrimination à l'accès au logement pour qu'on ait davantage de données pour pouvoir parler de cet enjeu-là. Finalement, dernière petite chose, ce serait bien que le Québec se dote de règles visant à encadrer plus précisément l'accès et le recours aux dossiers de crédit, notamment en matière de logement. Comme on l'a mentionné plus tôt, ça affecte beaucoup les nouveaux arrivants, que l'enquête de crédit soit presque systématique dans le processus de location. Donc, évidemment, l'accès à des logements abordables et en bonnes conditions pour tous et toutes, ça devrait être une priorité pour le Québec. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce que Carla pense de ce qu'on devrait faire pour faciliter l'accès au logement puis lutter contre la discrimination dans l'accès au logement. Mais moi, par exemple, pour les recommandations, j'ai une anecdote avec un propriétaire qui a totalement refusé de m'attribuer un bail avec ma colocataire. Alors qu'elle était au chômage, que mon dossier était bon, mais que lui considérait que je ne méritais pas d'être au Canada, que je n'avais pas assez de papiers, que je n'étais pas forcément française. Il voulait absolument voir mon visa.
ils me disaient que je n'avais pas d'argent sur mon compte bancaire. Et cette discrimination-là, je pense que les recommandations que vous avez données, surtout au niveau du tribunal du logement, dans le processus, il est important et impératif d'accompagner ces personnes-là. Parce que tant qu'on n'a pas signé le bail, on n'est protégé nulle part. On n'a pas de preuves, donc on ne sait pas vers qui se tourner. Aussi, il y a le fait d'accepter des immigrants ici, et de ne pas leur permettre d'avoir un logement vu qu'on n'a pas tous les documents qu'on nous demande. Par exemple, une enquête de crédit, moi je ne savais pas du tout c'était quoi en arrivant et j'ai dû travailler mon crédit en 6 mois pour être sûre qu'à la fin de mon bail, je puisse avoir un appartement. Mais sinon, comment je fais pour prouver à un propriétaire que je peux m'aborder ce logement? C'était impossible. Donc moi, je voudrais qu'il y ait des communautés qui se créent autour de ça. Je voudrais qu'on en parle, dire que la discrimination n'est pas systémique et le racisme n'est pas systémique au Québec. C'est une insulte pour nous tous qui le subissons, je pense. Tout à fait. Et est-ce que tu as des conseils pour les futurs nouveaux arrivants, pour les aider justement dans leur recherche de logement, pour les aider à faire face à cette discrimination? Je pense que tout fonctionne par le communautaire. Bien heureusement, parce que c'est les personnes qui nous comprennent le mieux, qui connaissent nos droits. Je pense qu'il faut vraiment s'informer en tant qu'immigrant, même si on pense qu'on n'est pas légitime dedans, de s'informer sur nos droits. Parce que quand on connaît nos droits, on a la meilleure réponse, on peut avoir la meilleure défense. Aussi, moi, ce que je ferais, c'est vraiment essayer d'avoir le maximum de preuves. Parce que ça a pu mettre en tort beaucoup de propriétaires qui aujourd'hui ont peur de moi et ont peur du fait que je peux porter plainte contre eux parce que ce n'est pas du tout légal. Et le fait aussi de dénoncer, c'est pour ça que je suis là par exemple aujourd'hui et que je me dis, j'ai peut-être pas porté plainte, mais j'en parlerai et je veux que les gens entendent et que les gens se disent leurs paroles comptent aussi, on les entend et comme ça au moins la peur change de côté. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de partager mon expérience, même si ça a été quelque chose de très dur pour moi à vivre, parce que je pense vraiment qu'il faut libérer la parole autour de ce sujet-là. Je remercie aussi les organismes communautaires et les projets qui nous donnent la parole, qui dénoncent et qui sont nos porte-voix autour de ces sujets-là et qui peuvent aller plus loin, par exemple parler au gouvernement, parler aux organismes, parler vraiment à l'international même s'il le faut. Donc je remercie aussi tout simplement le projet Silence et discrimination de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Merci beaucoup.